Donc, autour de la table, François-Xavier Oliveau. Salut François-Xavier. Salut Stéphane. Quasiment économiste, allez, on va le dire, même si t'as pas... C'est Jean-Marc Daniel qui disait les parchemins. J'ai les parchemins, disait-il, voilà. Quand il débattait notamment avec Thomas Piketty et que Piketty lui reprochait visiblement son peu de... Comment dire, en termes de recherche académique, etc. et tout, voilà. Ouais, j'ai les parchemins, voilà. Donc, François-Xavier Oliveau, membre de Génération Libre, entre autres. Jérôme Mathis, salut Jérôme, toi tu as les parchemins, voilà. Prof d'éco à Dauphine. Denis Ferrand, salut Denis. Il faudrait que j'aille chercher dans les classeurs. T'as les parchemins, toi? Ouais, j'en ai un ou deux. T'es diplômé d'économie, Denis? doctorat. Bon, puis tout... Ah, quasiment, ah bah voilà, allez. Donc Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode. Alors, donc, urgence classe moyenne. Je repensais en préparant ce débat, je repensais à... Parce que on a l'âge qu'on a, hein, ça nous ramène aux années 80, mais à Coluche. Et quand il parlait des milieux autorisés, en fait, les milieux autorisés, vous y êtes pas, disait Coluche, voilà. Et les classes moyennes, c'est un peu le pendant des milieux autorisés. Je sais pas, Jérôme, il y a une définition. Je vais vous donner alors une interview qu'a donnée Sylvain Attal dans l'Opinion. Ceux qui ne comptent que sur leur travail pour vivre, sans aide, donc d'un côté, sans patrimoine, de l'autre. Ouais, c'est pas mal. C'est une définition. Ça te va comme définition ? Non, pas tout à fait. Enfin, politiquement, ça va. C'est un peu une punchline, on va dire, qui fait son effet. Ouais. Bon, alors les économistes, ils n'ont pas de définition universelle. Il y a une définition, par exemple, qui est celle de l'OCDE, qu'on utilise plus ou moins dans les comparaisons internationales. C'est de dire, on prend le salaire médian ou le revenu médian d'un pays. Et la classe moyenne, c'est ceux qui sont situés entre 2 tiers et le double de ce revenu médian. Selon cette définition... Entre 2 tiers et le double de ce revenu médian. Donc on est à 1850, c'est le revenu médian. Ouais, voilà. Et 200% du revenu médian. Donc ça fait à peu près... 2 tiers de 1850, 1300. Ah, tu veux faire des calculs de tête. Et le double. Et le double. 3006, 3007. Ouais. Et là-dedans, avec cette définition, si tu veux, il y aura à peu près 2 tiers des Français qui seraient dans la classe moyenne. Je dis que les comparaisons internationales ont d'emblée leurs limites parce que typiquement aux États-Unis, le revenu, une fois qu'on a payé ses impôts et engrangé des aides sociales, il faut encore payer la scolarité de ses enfants, son système de santé, ce qui n'est pas le cas en France du fait de dépenses qui sont largement socialisées. Et puis on a une définition un peu franco-française, je dirais, celle de l'Observatoire des inégalités, qui par construction va retenir 50% de la population française. On écarte les 30% les plus pauvres et les 20% les plus riches. Et ce qui est au milieu, c'est ce qu'on appelle la classe moyenne. Alors là, ça dépend bien sûr de la composition de la famille. Mais tu dois pas être loin de je vais donner un chiffre. 3007, là. Pour une personne seule, selon cette définition, c'est quelqu'un qui gagne entre 1500 et 2700 euros par mois. En dessous de 1500, c'est ce qu'on appelle la classe populaire. Au-dessus de 2700, ça va être la classe aisée. Et puis si on va au-delà de 3800, c'est ce qu'on appelle les riches, quoi. Voilà. Et si tu appliques le 2 tiers 2, qui est la définition de l'OCDE, au revenu médian par ménage, parce que tu peux aussi redonner par ménage, tu tombes sur 20 000 à 60 000 qui correspond effectivement aux 50% qui coupe entre 30% classe populaire et 20% aisée. Donc on retrouve en gros cet espace à peu près. T'as 2 millions de salariés au SMIC. J'ai été regarder ça pour vous. Tiens, c'est la première fois que j'utilisais ChatGPT d'ailleurs, avec une certaine émotion. Okay. Mais à un moment, en fait, là, j'ai bien vu le truc, c'est-à-dire tu es sur le site de l'INSEE, tu veux aller chercher les chiffres. Alors toi, Denis, j'imagine que tu maîtrises ça avec une grande dextérité. Je dois dire que GPT va les chercher très très vite, quoi. Et comme tu lui mets INSEE, que dit l'INSEE sur le nombre de salariés au SMIC ? Tu as la réponse quand même très très vite. Et donc, 8 millions de salariés sous 1,6 SMIC, ce qui doit être... c'est ça, on a une classe moyenne, pour le coup, alors qui est pléthorique, quoi. C'est un peu ça l'idée, Denis. 8 millions de salariés sur un total de 28 millions de salariés, quand même. Donc, franchement, c'est vrai qu'il y a la définition souvent par le revenu, mais tu as aussi la définition... Non, mais tu en as encore en dessous, tu en as 3 millions, qui sont sous le SMIC. Hein. Oui, tout à fait. Avec l'emploi à temps partiel. Absolument, oui, tout à fait. Oui, donc tu te retrouves à 11 millions. Ça me paraît quand même une définition un peu restrictive quand même au regard de l'ampleur de la population en emploi. Non, 11 millions, attends, 11 millions, c'est 1,6 SMIC. Mais là, ce que nous a dit Jérôme, c'est que tu montes jusqu'à 2 SMIC. Ah oui. Et là, pour le coup, non. Avec cette définition, il y a 2 tiers des Français qui seraient dans la classe moyenne. Voilà, c'est ça. Quand il y avait eu le CICE qui avait été mis en place... Donc, c'est pas... Attends, mais c'est pas une classe moyenne, ça veut dire. C'est la définition de l'OCDE. Ouais, c'est la définition de l'OCDE. Classe moyenne, si tu dis c'est 50% comme la construction de l'Observatoire des inégalités, par construction, c'est 50%.
Mais je trouve que la définition de Gabriel Attal n'est pas mauvaise en termes de description, en tout cas de là où il y a un enjeu, effectivement, qui est l'enjeu sur le travail. Écoute, sans aide, je ne sais pas, si tu mets les allocations familiales dedans, non, mais tu mets pas grand monde. Hein. Non, sans aide, bien sûr, mais tu parles des gens dont, grosso modo, dont les revenus dépendent essentiellement du travail. Pour moi, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça qui voilà, et avec des revenus du capital qui sont relativement limités, et bien sûr que tu as des aides, et effectivement, en général, elles sont effectivement les allocations familiales, par exemple, mais voilà, la classe, les Français pour lesquels la principale, et vraiment même la très grande majorité des revenus proviennent du travail, me semble être une définition, entre guillemets, socio-politique qui est pas débile. Mais elle retiendrait beaucoup moins de gens, parce que si vous êtes une personne seule avec 3 000 euros, généralement, quelqu'un qui gagne 3 000 euros, c'est essentiellement du fruit de son travail. C'est pas un rentier non plus. Il est quasiment exclu de la définition. Enfin, il ferait partie de la classe moyenne selon la définition d'Attal. Gabriel Attal, pardon, j'ai dit Yvan Attal. Gabriel Attal. Et en revanche, d'après les définitions qu'on vient de donner, il n'en fait pas partie. D'accord ? Et ça dépend aussi beaucoup de la conjugalisation de l'impôt sur le revenu. Exactement. Oui, comment est-ce que tout ça, c'est une fois que les impôts sont payés et que les aides sociales sont perçues. Ouais. Ça dépend aussi de la prime d'activité. Enfin, il y a énormément. Tout ça, c'est les aides sociales. Ouais. Tu pourrais avoir une définition fiscale aussi. On parle de ce qui reste une fois que tu as payé tes impôts, que tu as perçu tes aides sociales. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, quand même, au départ, c'est très bien que tu donnes cette référence sur le SMIC. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait, et je voudrais qu'on démarre là-dessus, parce que donc, on s'interroge sur les classes moyennes, parce que le gouvernement se dit, il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Et donc, on va essayer de regarder du côté fiscal, du côté salarial, etc. Mais commençons sur le salaire, sur la feuille de paie. Est-ce que cette classe moyenne n'est pas aujourd'hui massivement bloquée, en fait, dans une trappe à bas salaire, ce qu'il faut bien appeler une trappe à bas salaire. Oui. Résultat de 40 ans de politique de préférence pour le travail non qualifié. Vas-y. Sur ces différents aspects, on a quand même pas mal bougé. Si tu le regardes sur 20 ans, il y a 20 ans, il y avait ce que l'on appelle le piège du chômage, c'est-à-dire la proportion du revenu que tu gardes quand tu passes d'une situation de chômage à salarié. Ce piège du chômage, il a été quand même très fortement diminué. En gros, tu perdais 80% de ton... tu ne gagnais que 20% d'additionnel quand tu passais du chômage à un revenu salarié moyen. Maintenant, on est passé à 28%, grosso modo, donc il y a eu une progression. De même, il y a eu un rapport à la Cour des comptes qui a dit que les trappes à inactivité... Oula, attends, Denis, je suis dubitatif sur ton chiffre, là, 28%. Si tu es au chômage... avec l'ensemble chômage indemnisé, avec l'ensemble des allocations qui vont avec, oui. C'est grâce à la prime d'activité alors que tu retrouves ces 28% de mais que tu vas perdre en sifflet et qui va complètement s'éteindre, oui, mais au moment où tu seras sur ces 1,6 SMIC. Tout dépend du niveau de revenu dans lequel tu vas te situer. Parce qu'effectivement, tu as cette idée de piège du chômage qui va être très dépendant du niveau de revenu. Un autre élément qui a contribué à agrandir un peu l'écart entre taux de chômage, entre rémunération chômage et rémunération salariée, c'est la baisse des cotisations salariées qui est intervenue aussi en 2018-2019. Ouais. En revanche, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a été sorti en début 2022, notamment sur le RSA, qui disait que globalement les trappes à inactivité ont disparu. Quand tu prends en compte, on va y aller, le RSA on en parlera tout à l'heure, absolument. En revanche, c'est vraiment cet aspect de progression dans l'échelle des salaires. En fait, c'est à la fois un problème du côté de la demande de travail et du côté de l'offre de travail. La demande de travail, c'est-à-dire celle qui vient de la part des entreprises, qui ont en fait une réduction des abaissements de cotisations sociales au fur et à mesure que tu grimpes dans l'échelle des salaires. Et côté offre de travail, le gain à la progression dans l'échelle des salaires est très forte, est assez faible. Tu ne gagnes, quand tu passes par exemple de 1,4 à 1,6 SMIC, tu ne gagnes que 26% de l'augmentation brute en net. Tu n'as que 26%. En gros, alors les calculs, moi j'ai reçu beaucoup de calculs, etc. Ce sujet est très intéressant, mais en gros, on peut dire que un salarié au SMIC, si le patron veut lui donner 100 €, ça va coûter 400 € à la boîte. Ouais. Voilà.
Et là, tu es sur quelque chose quand même de... Oui, c'est une trappe qui est quand même très très compliquée aujourd'hui. Et qui joue justement qui joue des deux côtés. C'est-à-dire qui joue côté offre et côté demande de travail. En fait, tu as les désincitations se font sur ces deux segments de l'équilibre du marché. Tu es sûr de ce chiffre? C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes en compte, c'est pour ça qu'il est compliqué à calculer. Les 100 euros, il faut que tu prennes en compte ce qu'il va perdre en prime d'activité. J'entends bien. Donc il faut vraiment qu'il ait 100 euros net à l'arrivée. Voilà. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Certains me disent même que c'est un peu plus. Moi, je suis à l'aise avec ce chiffre, oui. Mais c'est l'ordre de grandeur. C'est l'ordre de grandeur. Tu vas aller sur 350 si tu veux, mais c'est l'ordre de grandeur. D'accord. Parce que quelqu'un qui gagne le SMIC perçoit 130 euros de prime d'activité. Ouais. S'il est à 1,3 fois le SMIC, il ne gagne plus que 15 euros. Ouais. D'accord. Mais il a gagné 300 euros de revenus. Oui. Il a perdu un peu plus de 100 euros d'aide sociale, mais il a gagné 300 mais il y a le coût pour l'entreprise. Oui, mais il faut que tu Après, enlèves... du point de vue de l'employeur, le coût pour l'employeur... Tu enlèves les aides sociales, tu enlèves donc la prime d'activité, tu enlèves... Et les aides sociales, elles sont multiples et variées. Ça dépend de sa composition familiale, ça dépend d'énormément de choses. Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, Roux de Bézieux, dans une phrase, elle est un peu complexe, mais on comprend bien, il dit « rendement décroissant de la promotion ». Et ça, je ne sais pas si c'est quelque chose dans votre activité professionnelle. Moi, c'est la première fois que j'entendais Roux de Bézieux dire ça. Il dit « on a un problème à promouvoir en fait les gens. Oui. On a un problème sur le management intermédiaire. J'ai vu ça dans des responsabilités de dirigeants où effectivement j'avais des gens... Ah oui, mais là tu es au-dessus de... Non. Je parle vraiment du management intermédiaire. Je te parle de gens c'était dans une ligne de papier précisément, où tu avais des gens qui refusaient des promotions pour être patron d'une machine parce qu'ils estimaient que le gain était totalement dérisoire par rapport à la responsabilité. Tu avais des refus à la responsabilité, effectivement, et c'était un coût qui était effectivement assez élevé pour l'entreprise. On avait besoin de chefs de machine et on n'en trouvait pas en interne de gens qui ne voulaient pas être promus parce que ça leur rapportait pas grand-chose par rapport à la responsabilité qu'ils prenaient en plus. Alors ça dépend, parce que justement, ça dépend de l'échelle des salaires, parce que plus on se déplace dans l'échelle des salaires vers le haut, et plus cet effet de désincitation à la promotion s'atténue. Oui, c'est vrai. En réalité, c'est vraiment sur le... C'est pas le milieu de la distribution. Jusqu'à un 6, jusqu'à ce que tu sortes des allègements de charges. Exactement, c'est sur la partie basse, et donc, mais effectivement, c'est ce type d'emploi, c'est-à-dire des emplois qui sont... à 1,3, 1,4, 1,5 SMIC. Et en fait, je me demandais, François-Xavier, parce que je réfléchissais à ça, je me demandais, finalement, il faut que tu fasses du salarié que tu veux faire sortir des 1,6 SMIC quasiment un associé. C'est-à-dire, il faut que tu lui dises, tu vas sans doute perdre un petit peu d'argent, mais tu sors du truc et je peux te dire que dans 2-3 ans, alors là, pour le coup, tu vas récupérer tout ce que... Enfin, c'est une vision... d'investissement, en quelque sorte. Ouais, voilà. Je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que si tu veux vraiment... C'est compliqué. Ouais, non, mais tu peux pas toujours le faire. Non. Tu peux pas toujours le faire parce que effectivement, sur ce type de il faut que le gars te fasse confiance. Exactement. Sur ce type de poste de management intermédiaire, tu n'as pas forcément la capacité, ni d'ailleurs l'envie de la part de la personne qui est en poste, d'aller vers une logique où tu vas avoir une rémunération qui va peut-être plus dépendre d'une part de variable plus élevée, d'une part d'intéressement d'une façon ou d'une autre activité d'entreprise. Enfin, c'est une autre logique. Donc, en fait, le trou ou le problème, il est plutôt sur ce passage de... on va dire ouvrier par exemple ou technicien, enfin agent de maîtrise. Un poste agent de maîtrise et après quand tu passes à cadre c'est une autre logique. Oui, absolument. Et tu sors un peu de cette logique là parce qu'effectivement tu as beaucoup moins d'aide et donc du coup tu perds beaucoup moins d'aide. La trappe à une activité, on parlera dans l'universel, mais la trappe à activité elle est liée à ça, elle est liée au fait que tu aides et tu aides beaucoup en bas de l'échelle et donc quelque part quand tu sors du bas de l'échelle tu dois passer à une logique où c'est l'entreprise qui va finalement financer ta promotion et le passage de seuil est ultra compliqué et très coûteux. Ce rendement décroissant de la promotion, j'ai l'impression qu'il est davantage du côté employeur, du fait de toute la réduction de charges au niveau des bas salaires. Donc le coût employeur, quand on verse un SMIC, le coût employeur c'est 33% du SMIC net en plus. Si on veut verser 1,5 fois le SMIC, on est légèrement au-dessus du salaire médian, c'est 68% en charge. Donc c'est ça, c'est du côté employeur. Est-ce qu'il n'est pas là, le grand malheur et la grande misère des classes moyennes, est-ce qu'elle n'est pas là en fait des charges sociales autour du SMIC, c'est du fait d'un chômage autour du SMIC aussi. C'est-à-dire que ces allègements de charges sociales, elles ont du sens quand même. Qu'est-ce que tu voudrais faire? C'est-à-dire supprimer les allègements si tu veux, au contraire, allonger les allègements pour jusqu'à 2 Mais non, Jérôme, tu sais très bien, mais s'il y a 40 ans, on s'était interrogé plus sur un système éducatif qui ne produisait plus l'ensemble des ingénieurs dont l'économie pouvait avoir besoin, plutôt que de subventionner ceux qui sortaient, tous au bac, etc., et qui de toute façon n'avaient pas les qualifications pour faire autre chose qu'un boulot payé au SMIC,
Alors oui, on aurait inversé sans doute la logique, mais bon, aujourd'hui, tu es piégé. Mais non, mais c'est bien ce que... Je pense que le point que tu mentionnes est important parce que c'est pas le sentiment, ou en tout cas perçu de déclassement des classes moyennes, c'est aussi lié à ça. C'est aussi lié au espèce de package républicain qui ne fonctionne plus. Ouais, exactement. C'est pas juste une question de trappe à salaire, c'est une question d'éducation, c'est une question de dégradation du système de santé, c'est une perception globale que quelque part le deal républicain ne fonctionne plus. Tu paies des impôts, mais tu vois pas très bien où ils passent et tu as l'impression que tout se dégrade en fait. C'est une espèce d'impression un peu négative et de perception que le truc s'effondre et que tu es au milieu et que tu sais pas très bien quoi faire. C'est d'ailleurs plus une inquiétude vis-à-vis de la non-promotion des enfants que d'une évolution sur son revenu à soi. Mais tu ne crois pas que sur son revenu à soi, ça pèse quand même? Pas pouvoir en sortir. Je vous rappelle la note de l'INSEE, là, les revenus d'un individu d'une année donnée déterminent fortement ce qu'il aura près de 2 décennies plus tard. Vous gagnez 1500 balles, vous gagnerez toujours 1500 balles 20 ans plus tard. Ça veut dire. Ah ben si, c'est ça que ça veut dire, mon cher. Détermine, ça veut dire que ça le réduit, ça lui donne... Enfin, je comprends. Alors, je vais te faire la suite. Seuls 2% des personnes parmi les 20% les plus modestes en 2003 se retrouvent parmi les 20% les plus aisés en 2019. Mais voilà le truc. Le point, c'est que si tu gagnes 1500 aujourd'hui et que ça détermine si tu gagneras dans 20 ans, ça ne veut pas dire que tu gagneras 1500 dans 20 ans. Ça veut dire que c'est ça que ça veut dire dans le note de l'INSEE. 1500 plus quelque chose. D'accord. Non. Non. Okay. 1500 plus, voilà, 20 ans après en euros constants. Mais tu resteras sur ces 1500 en euros constants 20 ans après. Ou en tout cas pas beaucoup au-dessus. D'ailleurs, ça... mais je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que cette phrase est tout à fait juste, mais c'est un coup de projecteur presque un petit peu médiatique sur une mobilité très ascendante. Tu te rends compte, on est en train de demander. Donc là, on prend les 20% des gens les plus pauvres. On regarde 16 ans plus tard, combien font partie... 20 ans plus tard. 16 ans. 16 ans plus tard. 16 ans plus tard, combien font partie de ces gens-là, des 20% les plus riches? Il n'y en a que 2%, bien sûr. Mais comme dit Denis, en termes de mobilité intergénérationnelle et non pas individuelle, ce n'est pas 2%, c'est 12%. C'est déjà plus. Intergénérationnel. Intergénérationnel. Maintenant, si on reste sur l'évolution individuelle, parmi les 10% des moins aisés dans cette étude-là, la moitié n'y figure déjà plus 16 ans plus tard. Ils sont montés. Chez les jeunes, la mobilité elle est encore plus forte. La moitié des 25-30 ans de la classe populaire, donc des 20% les plus pauvres, on va dire, n'y figurent déjà plus 16 ans plus tard. Ils sont partis. C'est pas mal quand même comme ascension. Je ne dis pas que c'est génial, mais attention, ils sont remplacés. Ils sont remplacés. Il y a une mobilité aussi dans l'autre sens. Ouais. La même étude nous dit près de 40% des 20% les plus aisés n'y figurent plus. 16 ans plus tard, ils ont été déclassés. Donc, c'est un turnover, ça bouge. D'accord. Mais la question du turnover, elle est toujours vraie. Et donc, il n'y a pas... Non, mais attends, je vais finir avec ça, Jérôme. Il n'y a pas cette idée de stagnation dans laquelle j'étais, moi. je ne sais pas dans laquelle tu étais, toi. Enfin, l'idée que j'avais. Non, mais l'idée que j'avais... moi... Heureusement, mais l'idée que j'avais, de toute façon, je suis président maintenant, donc tu vois. Aujourd'hui, de 10-15 millions de personnes qui étaient tankées de toute façon et qui le sentaient et le savaient. Il y a un sentiment. Mais les chiffres autour du SMIC, voilà, si entre 1 et 1,6. J'aimerais dire, si tu me permets quand même juste un mot sur le ressenti de la classe moyenne. Il y a 2 sentiments de frustration et d'injustice. Ceux du bas de la classe moyenne, qui se comparent à ceux qui sont juste en dessous et qui perçoivent des aides sociales qu'ils jugent, eux, généreuses et qu'ils ne perçoivent pas parce qu'eux se lèvent tous les matins pour aller travailler, pour aller gagner le SMIC. Donc eux, c'est un sentiment d'injustice et de frustration très fort. Et puis ceux du haut de la classe moyenne, alors eux, ils sont imposables à l'impôt sur le revenu. Et donc eux, ils ont le sentiment de payer proportionnellement beaucoup plus d'impôts que les gens qui seraient plus riches qu'eux. Voilà. Quand on regarde les chiffres, c'est pas tout à fait ça, parce que l'impôt sur le revenu, c'est un chiffon rouge. Il rapporte largement moins que la TVA. D'abord, les foyers non imposables, les plus pauvres, ils consomment la totalité de leurs revenus, donc de fait, ils payent déjà la TVA. Et puis, quand on regarde, est-ce que c'est vrai que les plus riches paieraient moins d'impôts? Il faut monter quand même déjà assez haut pour que ce soit le cas. Il faut monter dans les 1% des plus riches, c'est-à-dire que c'est croissant. Si on regarde l'ensemble, la globalité des impôts, je parlais de l'impôt sur le revenu comme un chiffon rouge, il y en a un autre que les Français ne calculent jamais, c'est les taxes sur les salaires, les cotisations sociales. Donc quand on prend tout ça en considération, finalement, on a un schéma progressif en France. Oui, mais t'es 1%, ils sont pas salariés, 40% Jérôme. de son revenu jusqu'à 50% quand on monte dans l'échelle des salaires. Et puis c'est seulement les 1% les plus riches qui, du fait, de truchement fiscal, réussissent finalement à consacrer une part moins importante proportionnellement de leurs revenus à l'impôt global. Quand on additionne tout, TVA, cotisations sociales, taxes sur le capital, etc.
Oui, non, mais je te donne la parole. Mais attends, parce que Denis, il y a un point justement que tu soulevais, François-Xavier, sur lequel Denis veut insister aussi. Non, mais j'aimerais bien qu'effectivement, je voyais ce titre-là sur il n'y a jamais eu autant de banquiers millionnaires, vu les bons résultats des banques. C'est vrai qu'il y a, je crois, plus de 500 banquiers en France, enfin, salariés des banques, qui ont touché plus d'1 million de bonus. Il faudrait dire ce que ça rapporte à la sécurité sociale, ce million de bonus. C'est à chaque fois, c'est une manne formidable pour la sécurité sociale, comme le salaire de Mbappé. Oui, Denis, tu voulais, toi aussi, tu insistes sur cette idée de je paye et j'ai des services publics qui se dégradent. Exactement. En fait, on voit toujours la redistribution au travers des enjeux fiscaux, des enjeux de revenus qui vont être versés, type prime pour l'activité. Mais le principal moyen de transfert, de redistribution aussi à l'intérieur de l'économie, ce sont les transferts sociaux en nature, d'une certaine façon. L'accès à l'éducation, l'accès à la santé, le fait qu'il y a tout un ensemble de services publics qui soient assurés. Or, il y a un sentiment de dégradation très fort sur le service public, à tel point que la classe moyenne a quand même encore les moyens de payer une éducation à ses enfants, mais ce faisant, elle a le sentiment de payer 2 fois. Une première fois par l'intermédiaire de ses impôts, et donc participation à la collectivité, mais une deuxième fois aussi parce que je ne veux pas mettre mes gamins dans un système public qui commence à prendre l'eau de toutes parts, et je vais payer dans ce cas pour l'éducation privée. Et donc c'est aussi ce sentiment de perdre un pouvoir d'achat parce que je veux continuer à assurer une insertion pour mes enfants. En plus, on voit les résultats des classements qui ont été passés il y a encore peu de temps sur les lycées, sur les collèges, où on voit que ce sont les lycées et les collèges privés qui ont une capacité d'insertion, qui donnent une capacité d'insertion dans les bonnes écoles et dans les bons emplois, beaucoup plus élevée que les lycées publics. Donc il y a vraiment un peu ce sentiment de déclassement. Il ne se nourrit pas seulement d'un sentiment lié à la fiscalité, lié à la progression du revenu, mais également à la redistribution en nature. Des établissements privés qui sont quand même largement financés par le contribuable. Ben oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un ressenti et puis voilà, tout à fait. Bon, cela dit, excuse-moi globalement. Oui, une dernière phrase. Mais vas-y, Jérôme. Sur le sentiment des classes moyennes inférieures. C'est vrai que la France a cette particularité. Donc ceux qui sont autour de 1300, là, voilà, 1300 euros par mois. Exactement. Un système de redistribution qui est très généreux pour les classes populaires et puis qui se délite un petit peu pour les classes inférieures. Quand on compare le système de redistribution, par exemple, des pays nordiques, il est beaucoup plus lisse, beaucoup plus... oui, il est beaucoup plus lisse. Donc, finalement, en France, on donne énormément aux classes populaires, et puis dès qu'on rentre dans la classe inférieure, on perçoit moins. Bon, les systèmes nordiques aussi, ils taxent davantage les riches. Ils taxent davantage les riches et ils redistribuent plus tout au long, graduellement, des déciles de revenus. Mais c'est pour ça que faire un geste fiscal qui serait en fait remonter un peu les barèmes, enfin, ce serait... finalement, renforcer ce que vous venez de décrire. Il y a quoi ? Il y a moins de la moitié aujourd'hui des foyers fiscaux qui payent l'impôt sur le revenu, c'est ça voilà. Donc, c'est sans doute je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est le geste à ne pas faire, non Je pense qu'il faudrait augmenter l'impôt sur le revenu et baisser les charges sociales. Ce serait beaucoup plus logique, effectivement, dans une logique d'aider les classes moyennes, effectivement... la base des classes moyennes, celles qui sont précisément en concurrence avec le RSA. Je voudrais revenir sur le déterminisme social vas-y, je t'en prie. Dont tu parlais sur la partie salariale. En fait, il est vrai aussi sur la partie éducation. C'est-à-dire que tu as les enquêtes PISA depuis plusieurs décennies en France, non seulement montrent que le niveau moyen est plutôt en baisse en relatif par rapport aux autres pays, mais on est plutôt en train de baisser, mais surtout, il souligne également que le déterminisme social au sein de l'éducation nationale est très fort. C'est-à-dire qu'il y a cette logique de dire, si vous êtes plutôt enfant de parents aisés ou de profs, vous allez effectivement avoir des chances de réussir beaucoup plus élevées. Et donc, tu maintiens... C'est là où la question n'est pas juste une question, pour moi, salariale, économique. Elle est vraiment globale sur cette espèce de perception que... espèce de deal qui, finalement, a fait un peu la cohésion sociale, est en train de se déliter. Et pour moi, du coup, c'est pas forcément juste un problème de classe moyenne. Et je trouve que formaliser le débat en disant la classe moyenne par opposition à est pas forcément très intéressant. C'est vraiment globalement une espèce de sentiment collectif de progression et de progrès en fait qui a été complètement perdu. C'est-à-dire que tu as l'impression, mais même partout, tu as l'impression que le pays est en panne. Tu as l'impression que ça n'avance pas et tu as exactement cette impression que décrivait Denis que finalement mes enfants, est-ce qu'ils vont mieux que moi en fait, on ne pense pas. C'est vrai ou c'est faux, mais en tout cas, c'est perçu comme... Tu as cette proportion qui a été donnée par le ministère de l'Éducation nationale au moment de l'annonce de la réforme du lycée professionnel. 3% de cadres lycée professionnel. Voilà. 3% de cadres en lycée professionnel. Je trouve que ce débat, qui illustre très bien François Xavier... D'enfants de cadres, pardon.
Mais ça illustre très bien, en fait, quand on se replonge, quand on repart en arrière sur le thème de la campagne de 2017, je trouve que Emmanuel Macron, le candidat Macron, avait très bien senti le sujet. Son mot totem, c'était le mot mobilité. Et c'est bien cette question qui se trouve réinterrogée. Alors effectivement, les indicateurs de mobilité, ils sont peut-être pas si mauvais que ça quand on rentre vraiment dans le chiffre, mais le sentiment d'immobilité, lui, devient de plus en plus fort, à la fois pour soi-même et pour l'ensemble de ses enfants. On marque une pause et on revient dans quelques instants. On continue à discuter des classes moyennes.